En 72 heures, en Soudidia, une capitale, passe du bruit au verrouillage. 23 unités se redéploient autour de Ouagadougou, et ce mouvement, loin d'être improvisé, ressemble à une partition écrite avant la première barrière. Les barrages, les radios chiffrées et les départs discrets font une question simple. Que change cela pour vous si Ibrahim Traoré devient le nœud d'un bras de fer sur l'avenir du Sahel? À partir de là, il ne s'agit plus seulement de sécurité, mais de souveraineté mise à l'épreuve. La promesse de cette analyse, et c'est volontairement sobre, fournir une méthode de lecture capable d'ordonner les faits sans céder au spectaculaire. Il s'agit de comprendre comment une crise apparemment soudaine se construit, se signale, puis se gère, à partir d'indices discrets mais cohérents. Le bénéfice pour le lecteur tient en quelques mots. Lire le pouvoir par ses actes, non par ses discours. L'enjeu dépasse l'épisode sécuritaire. Lorsque des redéploiements rapides, des gels de fonds et des silences diplomatiques se superposent ainsi, ils dessinent un rapport de force qui engage l'État, l'économie et la société. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme un point de convergence où se cristallisent attentes internes et pressions externes. Comprendre cette séquence, c'est éviter deux écueils fréquents. Réduire l'événement à un simple complot ou le dissoudre dans un récit idéologique. La méthode proposée privilégie les chaînes causales courtes, les comparaisons avant-après et l'attention portée aux signaux faibles. Ce choix n'apporte pas de certitude définitive, mais il permet de mesurer les risques réels et les marges de manœuvre encore ouvertes. 23 redéploiements en moins de 72 heures. Constitue un signal rare dans la région. Rapporté à l'appareil sécuritaire national, cela représente environ 18% de la capacité opérationnelle, un seuil qui indique une activation précoce plutôt qu'une réaction paniquée. Cette proportion suffit à déplacer l'interprétation. L'État ne répond pas à un choc visible, il anticipe une manœuvre. À partir de là, le contexte gagne en netteté. Les patrouilles soudaines, les réunions institutionnelles annulées et les communications chiffrées ne sont pas des événements isolés. Placés sur une chronologie serrée, ils forment une séquence connue, déjà observée dans d'autres capitales du Sahel, lorsque la pression extérieure cherche des relais internes. Les mêmes euphémismes apparaissent, les mêmes silences s'installent, les mêmes départs diplomatiques signalent une phase de test. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un protagoniste spectaculaire, mais comme un point d'ancrage décisionnel. La décision d'occuper le terrain avant que la menace ne se matérialise modifie le rapport de force. Elle réduit la fenêtre d'opportunité adverse et impose un tempo contraignant. Cette logique explique pourquoi les mesures visibles paraissent excessives à certains observateurs, alors qu'elles répondent à une lecture froide des risques. Un micro-cas illustre cette dynamique. Lorsqu'un premier lot de fonds est gelé sans préavis, la réponse n'est pas médiatique mais administrative. Filtrage des flux, réaffectation des postes sensibles, cloisonnement de l'information. Le geste est discret, mais ses effets sont immédiats. Sur la chaîne de confiance interne. Ici, la prévention vaut plus que la démonstration. Ce resserrement éclaire la question initiale. Si la crise semble surgir brusquement, son architecture révèle une préparation graduelle. Comprendre cette architecture permet de distinguer l'événement de la trajectoire et d'évaluer ce qui relève d'une tentative avortée plutôt que d'un basculement irréversible. Pour comprendre comment l'État réagit concrètement, il faut quitter les abstractions et suivre les figures opérationnelles qui traduisent les décisions en actes. Autour du centre du pouvoir, un cercle restreint agit sans visibilité excessive, précisément pour éviter l'escalade symbolique. Cette discrétion n'est pas un effacement, mais une stratégie de stabilisation. Un premier relais se situe au niveau administratif. La réorganisation rapide de certains postes sensibles, décidée dans l'ombre des communiqués, modifie la circulation de l'information. Les flux sont filtrés, les responsabilités resserrées, et la chaîne de confiance est redessinée en quelques heures.
Ce type d'ajustement, rarement spectaculaire, produit pourtant un effet immédiat. Il réduit les zones grises où la rumeur et l'ingérence prospèrent. Un second relais opère sur le terrain. Les patrouilles nocturnes, renforcées dans les quartiers stratégiques, installent une présence continue plutôt qu'un affichage ponctuel. L'objectif n'est pas de convaincre, mais de rassurer par la constance. Les habitants perçoivent vite la différence entre une démonstration de force et une vigilance organisée. Dans ce cadre, chaque carrefour contrôlé devient un signal de continuité plutôt qu'un point de tension. Mais que ces trajectoires soient parallèles donnent une lecture plus précise du rôle d'Ibrahim Traoré. Son influence ne se mesure pas à la fréquence de ses prises de parole, mais à la capacité de l'appareil à agir de façon coordonnée sans s'exposer inutilement. L'effet immédiat est double. À l'intérieur, l'incertitude recule. À l'extérieur, le calcul du risque devient plus complexe. La conséquence la plus nette apparaît alors. La menace cesse d'être abstraite. Elle se matérialise dans des décisions humaines, imparfaites mais synchronisées, qui transforment une phase critique en test de cohésion. Avant la bascule, le pays évolue dans une routine fragile mais lisible. Les patrouilles sont espacées, les communications institutionnelles régulières, les marchés actifs, les ambassades visibles. Cette normalité n'est pas une stabilité profonde, plutôt un équilibre maintenu par l'habitude. Puis, en quelques heures, le décor change. Les signaux ne surgissent pas en bloc, ils s'alignent. Le déclenchement intervient un vendredi soir. Les services de renseignement repèrent des échanges chiffrés inhabituels, utilisant un lexique déjà observé lors d'opérations de déstabilisation dans la région. Les termes sont feutrés, presque techniques, mais leur répétition alerte. Dans le même laps de temps, des réunions diplomatiques prévues sont annulées sans justification publique. Le premier niveau d'alerte est atteint, sans bruit. La montée s'accélère avec l'apparition d'indices matériels. Des drones non identifiés survolent brièvement une zone militaire sensible, comme pour tester la réactivité. Des tracts anonymes circulent en ville, reprenant mot pour mot des formulations vues ailleurs, au Sahel avant des tentatives de renversement. La répétition n'est pas fortuite. Chaque élément, pris isolément, resterait ambigu. Leur accumulation change la nature de la situation. Le lundi marque le basculement visible. Les garnisons régionales signalent des perturbations dans leur transmission. Les permissions sont suspendues. Les unités se repositionnent autour de la capitale. Les premières barrières apparaissent. L'aéroport passe sous contrôle renforcé. Et la télévision nationale ajuste sa sécurité interne. Les rues se vident progressivement, non par panique collective, mais par anticipation silencieuse. La tension devient physique. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré prend la parole. Le ton tranche avec l'atmosphère. Il n'y a ni exaltation, ni dramatisation. Le message est bref, posé, centré sur la souveraineté et la continuité de l'État. Cette intervention ne cherche pas à convaincre. Elle fixe un cadre interprétatif. À l'intérieur, elle réduit l'espace de la rumeur. À l'extérieur, elle signale que la séquence est comprise et assumée. La rémanence commence dès le lendemain. Des cyberattaques frappent successivement plusieurs sites gouvernementaux, par vagues. En parallèle, des messages de désinformation circulent, annonçant des défections imminentes ou une chute déjà actée. Le terrain n'est plus seulement militaire, il devient informationnel. Pourtant, rien ne cède. Les forces loyales tiennent, les arrestations ciblées se succèdent et les communications officielles restent sobres. Le mercredi, la pression retombe sans disparaître. Les rues se remplissent à nouveau, avec prudence. Le pire semble évité, mais personne ne parle de victoire. La séquence a laissé une trace durable. Elle a montré la vitesse à laquelle un pays peut passer de la routine à l'alerte maximale, et la manière dont une crise avortée peut se transformer en apprentissage stratégique. Avant la séquence, le dispositif sécuritaire fonctionnait sur un régime de routine, avec des marges de réaction conservées pour des crises prolongées. Après le déclenchement, l'État bascule vers une posture d'anticipation mesurée.
visibles dans un ensemble restreint d'indicateurs. La logique ici n'est pas l'accumulation de chiffres, mais leur articulation. Chaque donnée éclaire un niveau différent de la crise. Un premier repère apparaît, avec 18% de la capacité opérationnelle redéployée en moins de 72 heures. Cette proportion, ramenée à l'échelle nationale, signale une décision inhabituelle. Elle montre une anticipation stratégique plutôt qu'une réaction sous contrainte. Le choix n'épuise pas les réserves, mais occupe l'espace critique au bon moment. Dans les crises précédentes du Sahel, des mouvements de cette ampleur interviennent généralement après un choc visible. Ici, l'ordre inverse modifie l'interprétation. L'État ferme la fenêtre d'opportunité avant qu'elle ne s'élargisse. Un deuxième repère apparaît, avec une baisse de 22% des échanges commerciaux avec les partenaires occidentaux dans les jours suivant l'alerte. Elle indique un choc externe, absorbé par un pivot vers des circuits régionaux. Pris isolément, ce recul pourrait suggérer une fragilité économique. Inséré dans la séquence, il traduit plutôt un ajustement contrôlé. Les marchés locaux ne s'effondrent pas, car les flux se recomposent vers des partenaires de proximité. L'économie ralentit, mais elle reste fonctionnelle, ce qui limite l'effet de levier des pressions extérieures. Un troisième repère apparaît, avec 64% des personnes interrogées attribuent la tentative de déstabilisation à des facteurs extérieurs. Il révèle une cohésion perceptive rare dans un contexte d'incertitude. Ce chiffre n'exprime pas une unanimité politique, mais une convergence d'interprétation. Lorsque l'opinion relie spontanément événements sécuritaires, signaux diplomatiques et contraintes économiques, la rumeur perd une partie de sa capacité de nuisance. La crise devient lisible, même si elle reste anxiogène. Ces trois données ne racontent pas des histoires parallèles. Ensemble, elles dessinent une trajectoire. L'État agit vite sans se surengager, l'économie s'ajuste sans rompre et la société interprète sans se fragmenter. Cette cohérence réduit l'efficacité des stratégies de saturation, qu'elles soient militaires, économiques ou informationnelles. Dans cette lecture, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît de manière précise. Il ne s'agit pas d'une centralisation symbolique, mais d'une coordination temporelle. La décision d'activer tôt une part significative du dispositif sécuritaire crée un effet domino. Elle stabilise l'administration, rassure les acteurs économiques et encadre la perception publique. La donnée, ici, n'est pas un argument politique. Elle devient un instrument de clarté. Il reste une limite à cette approche. Les chiffres décrivent une réponse initiale, pas une garantie durable. Ils mesurent un moment, non une trajectoire définitive. Mais ils permettent d'écarter deux illusions fréquentes, celle d'un effondrement imminent et celle d'un succès total. La réalité se situe entre les deux, dans un ajustement rapide des réflexes nationaux. Cette phase quantitative referme la question ouverte plus tôt. La tentative n'a pas seulement échoué, elle a produit un apprentissage mesurable. La suite dépendra de la capacité à maintenir cette cohérence au-delà de l'urgence, lorsque la vigilance devra se transformer en méthode. Le débat sur l'orientation actuelle du Burkina Faso s'organise autour de deux lectures cohérentes, chacune appuyée sur des arguments structurés. Les exposer dans leur forme la plus solide permet d'éviter la caricature et de mesurer ce qui relève du désaccord stratégique plutôt que de l'incompréhension. La première lecture, souvent portée par des observateurs occidentaux, considère que la trajectoire engagée accroît les risques régionaux. Selon cette position, la rupture rapide avec certains partenaires traditionnels fragilise des équilibres déjà précaires. Le raisonnement s'articule autour de 3 points. D'abord, la recomposition diplomatique réduit l'accès à des dispositifs multilatéraux éprouvés. Ensuite, le rapprochement avec de nouveaux axes stratégiques, perçus comme moins prévisibles, introduit une incertitude supplémentaire. Enfin, une rhétorique souverainiste affirmée pourrait durcir les perceptions extérieures et compliquer les mécanismes de coopération sécuritaire. Dans cette logique, un pouvoir jeune, incarné par Ibrahim Traoré, prendrait un risque calculé, mais potentiellement coûteux,
pour la stabilité du Sahel. La seconde lecture, largement défendue sur le continent africain, propose une inversion complète du diagnostic. Elle soutient que la situation actuelle ne constitue pas une dérive, mais une correction. Les partisans de cette approche rappellent que la dépendance financière extérieure a reculé de manière significative, passant d'un niveau élevé à une part désormais minoritaire du budget national. Ils soulignent aussi que la réorganisation sécuritaire a produit des effets mesurables, avec une baisse observée de certaines attaques ciblées dans des zones spécifiques. Selon cette vision, le pays ne s'isole pas. Il redistribue ses alliances pour retrouver une marge d'autonomie. La confrontation de ces deux positions révèle un point commun souvent négligé. Toutes deux reconnaissent que le statu quo antérieur était instable. La divergence porte sur le coût et le rythme du changement. Les données disponibles suggèrent que la trajectoire actuelle ne correspond ni à un effondrement, ni à une rupture anarchique. Elle décrit un ajustement sous contrainte. Ainsi, l'enjeu n'est pas de trancher idéologiquement, mais de comprendre pourquoi une prise de risque assumée peut devenir un apprentissage collectif, à condition que ses effets restent vérifiables et réversibles. À ce stade, la menace change de forme. Après l'échec visible de la séquence initiale, le champ de tension se déplace. Les signaux spectaculaires s'estompent, mais la pression ne disparaît pas. Elle se reconfigure en une série d'actions diffuses, moins coûteuses, plus persistantes. La crise quitte l'espace matériel pour s'installer dans le temps long. Dans cette phase, les offensives privilégient l'usure. Les campagnes de désinformation remplacent les démonstrations de force. Les cyberattaques ciblées prennent le relais des mouvements militaires. Les messages anonymes, fragmentés et répétitifs visent à fatiguer l'attention collective plutôt qu'à provoquer un choc immédiat. L'objectif n'est plus de renverser, mais d'éroder. Face à ce glissement, la posture du pouvoir évolue. Ibrahim Traoré multiplie des apparitions brèves, presque techniques, dépourvues de dramatisation. Le registre change. Il ne s'agit plus de mobiliser, mais de normaliser la vigilance. Cette sobriété volontaire transforme la peur en protocole et l'exception en routine maîtrisée. Ce point médian redéfinit la lecture de l'ensemble. La tentative avortée n'était pas une fin, mais une entrée dans une phase plus complexe, où le danger principal réside dans la fatigue sociale et la confusion informationnelle. La réussite ne se mesurera plus à l'absence d'événements spectaculaires, mais à la capacité à maintenir une cohérence discrète. La question ouverte plus tôt trouve ici son pivot. Si la menace persiste sans se montrer, alors la réponse ne peut plus être ponctuelle. Elle doit devenir structurelle. Et c'est ce déplacement, souvent invisible, qui conditionne la suite de la trajectoire nationale. Les effets de la séquence ne se limitent pas au cercle sécuritaire. Ils se diffusent par couches successives, touchant l'État, les entreprises, les ménages et l'environnement régional selon des logiques distinctes. C'est dans ces écarts d'impact que la portée réelle de l'épisode devient lisible. Pour l'État, la première conséquence est organisationnelle. Les processus se resserrent, les chaînes de commandement se raccourcissent et l'information circule de manière plus cloisonnée. La part du budget orienté vers la sécurité progresse nettement, traduisant un arbitrage assumé en faveur de la continuité institutionnelle. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette priorisation vise à éviter les effets de surprise plutôt qu'à multiplier les réformes visibles. Le coût est réel. Certaines administrations fonctionnent avec des marges réduites. Le bénéfice l'est tout autant. La capacité de décision gagne en rapidité et en cohérence. Pour les entreprises, l'impact est plus contrasté. Les secteurs exposés aux flux internationaux, notamment l'extraction et la logistique, subissent un ralentissement mesurable. Des concessions sont suspendues, des contrats renégociés et les exportations reculent temporairement. Pourtant, cette contraction ouvre aussi un espace de recomposition. Des opérateurs régionaux prennent le relais, des partenariats africains se renforcent et les chaînes d'approvisionnement se raccourcissent. L'incertitude agit comme un filtre.
Elle pénalise les modèles dépendants, mais stimule l'adaptation locale. Pour les ménages, les effets sont immédiats et nuancés. L'inflation alimentaire progresse, mettant sous tension les budgets les plus fragiles. En parallèle, des mécanismes d'amortissement se mettent en place. Les solidarités de proximité, le stockage communautaire et l'ajustement des consommations limitent l'impact le plus brutal. Le discours d'Ibrahim Traoré, sans effacer les difficultés matérielles, contribue à une lecture partagée de l'effort. La contrainte s'est perçue moins comme une fatalité que comme une phase à traverser collectivement. Au niveau régional, enfin, la conséquence est stratégique. La coordination sécuritaire entre pays voisins s'intensifie, réduisant certaines incursions transfrontalières et modifiant les équilibres habituels. Pour les partenaires extérieurs, cette reconfiguration complique les schémas d'influence classiques. Le Burkina Faso cesse d'être un espace isolé pour devenir l'un des pôles d'un réajustement plus large. Ces 4 niveaux racontent une même histoire sous des angles différents. Il n'y a ni effondrement généralisé, ni victoire nette. Il y a une mutation accélérée, avec ses coûts et ses apprentissages. C'est cette granularité des conséquences qui permet de mesurer la profondeur de la séquence au-delà de l'événement initial. Les mois à venir s'inscrivent dans une zone d'incertitude dense, où plusieurs trajectoires restent plausibles, sans qu'aucune ne s'impose comme une fatalité. Pour cartographier cet espace, 3 scénarios offrent une lecture utile. Ils ne prédisent pas l'avenir, ils structurent le raisonnement. Mais non, et aident à identifier les leviers décisifs. Une trajectoire plausible est celle d'une consolidation sous pression. Dans cette hypothèse, l'État maintient une stabilité relative. Les forces de sécurité poursuivent leur réorganisation, sécurisant les axes sensibles, sans extension spectaculaire. Les tensions diplomatiques persistent, mais s'installent dans une routine prévisible. L'économie progresse à un rythme modéré, porté par des partenariats régionaux qui compensent partiellement les frictions extérieures. Ibrahim Traoré incarne ici une gouvernance de continuité vigilante. Peu d'annonces, des ajustements techniques et une priorité donnée à la cohérence interne. Le risque demeure, mais il est contenu par des mécanismes désormais rodés. Une trajectoire plus favorable serait celle d'un ancrage souverain qui s'approfondit. Ce scénario suppose que les réformes engagées produisent des effets cumulatifs. Les investissements africains augmentent, les circuits logistiques régionaux gagnent en efficacité et la diversification économique réduit sensiblement la dépendance extérieure. La coordination sécuritaire entre États et États voisins se renforce, améliorant la circulation et la confiance. Dans ce cadre, la gouvernance gagne en professionnalisme et la société civile s'approprie davantage les enjeux de contrôle et de participation. La souveraineté cesse d'être défensive pour devenir un moteur d'initiative. Une trajectoire plus difficile serait celle d'une fragmentation contrôlée. Ici, une pression externe accrue, combinée à des chocs informationnels ou économiques, fissure la cohésion acquise. L'État répond par une recentralisation plus rigide, multipliant les mesures d'urgence. La stabilité est préservée à court terme, mais au prix d'une réduction des marges locales et d'une fatigue sociale croissante. Ce scénario n'implique pas un effondrement, mais une trajectoire plus coûteuse, où chaque ajustement devient plus difficile. Face à ces options, une règle de lecture s'impose. Il ne s'agit pas de choisir un récit, mais d'évaluer la capacité du système à corriger ses choix. La trajectoire la plus robuste sera celle qui documente ses décisions, accepte les ajustements et transforme la vigilance en méthode durable. Derrière les scénarios et les arbitrages stratégiques, la crise transforme la vie de ceux qui n'exercent aucun pouvoir direct. 3 groupes, souvent relégués à l'arrière-plan des analyses, voient pourtant leur quotidien remodelé de manière tangible. C'est à ce niveau que les choix politiques prennent une dimension concrète. Les travailleurs urbains sont confrontés à une incertitude continue. Les fluctuations de prix compliquent la planification, les perturbations logistiques affectent les revenus, et la rumeur constante pèse sur la concentration. En réponse, de nouveaux réflexes apparaissent. Les déplacements sont optimisés, les ressources mutualisées et les réseaux informels renforcés.
Cette adaptation n'efface pas la contrainte, mais elle en limite l'impact immédiat et crée des solidarités inédites. Les familles rurales vivent une transformation plus diffuse. L'insécurité persistante modifie les rythmes agricoles, les circuits d'approvisionnement et parfois les choix de culture. Face à ces contraintes, les villages développent des stratégies d'autonomie, diversification des semences, stockage collectif, partage d'équipements. Ces ajustements, discrets mais durables, transforment la contrainte en compétence et renforcent la résilience locale. La jeunesse en formation traverse cette période comme un apprentissage accéléré. Les débats se multiplient dans les écoles, les ateliers et les espaces numériques. Les jeunes découvrent que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité qui influence les opportunités, la mobilité et l'avenir professionnel. Cette prise de conscience précoce forge une maturité civique nouvelle. À travers ces trois groupes, un fil commun se dessine. La crise n'est pas seulement une épreuve à endurer, mais un moment de recomposition des habitudes et des attentes. Ce déplacement du quotidien vers l'adaptation silencieuse prépare la suite, car il ancre les choix nationaux dans des expériences vécues plutôt que dans des mots d'ordre. Sortir durablement d'un état d'alerte exige une méthode explicite. Autour d'Ibrahim Traoré, plusieurs axes se dessinent déjà, non comme un plan figé, mais comme une trajectoire progressive où chaque étape précise un acteur, un calendrier et un indicateur. L'objectif n'est pas la perfection, mais la consolidation. D'abord, il s'agit de sécuriser les périphéries sensibles. Les forces locales, appuyées par la coordination régionale, emportent l'essentiel. Cette action s'inscrit sur une période allant d'aujourd'hui à 6 mois. Son évolution se lira dans la diminution mensuelle des incursions signalées. Cette base opérationnelle conditionne toute réforme ultérieure. Ensuite, il s'agit de réorienter les flux économiques. Le ministère du Commerce et les agences logistiques emportent l'essentiel. Cette action s'inscrit sur une période de 3 à 9 mois. Son évolution se lira dans la part croissante des importations issues de circuits régionaux. Le but est de réduire l'exposition aux chocs externes sans rompre l'approvisionnement. Puis, il s'agit de produire localement de façon ciblée. Les ministères sectoriels et les coopératives emportent donc l'essentiel. Cette action s'inscrit sur une période de 6 à 12 mois. Son évolution se lira dans le taux d'autosuffisance atteint dans 3 filières pilotes. Cette étape transforme la résilience en capacité productive. En parallèle, il s'agit de discipliner la communication publique. Les administrations et les médias publics emportent l'essentiel. Cette action se mène en continu. Son évolution se lira dans la baisse mesurable des rumeurs persistantes et dans la stabilité des messages officiels. La clarté contrôlée devient un facteur de sécurité. Enfin, il s'agit d'institutionnaliser la vigilance, les institutions éducatives et les collectivités locales emportant l'essentiel. Cette action s'inscrit sur 12 mois et au-delà. Son évolution se lira dans la participation accrue aux instances locales et dans la mise en place de mécanismes de contrôle. L'expérience se convertit en cadre durable. Cette feuille de route ne promet pas l'absence de tensions. Elle propose une manière de les traverser. La clé réside dans la vérification continue, documentée, corrigée, ajustée. C'est à cette condition que la vigilance se transforme en méthode et que l'élan initial s'inscrit dans le temps. Dans les quartiers où les patrouilles nocturnes avançaient sous la pluie, le calme revient par fragments. Les silhouettes anonymes réapparaissent, d'abord hésitantes, puis plus assurées. Ce sont les mêmes gestes. C'est les mêmes gestes que lors des premiers jours. Ouvrir un commerce, rallumer une lumière, reprendre un trajet familier. Rien d'héroïque, mais une persistance quotidienne qui donne sens à la stabilité retrouvée. Le motif initial se referme ici. Les décisions administratives discrètes et les actions de terrain concrètes, évoquées plus tôt, n'étaient pas des parenthèses. Elles ont façonné une mémoire collective, faite de vigilance partagée plutôt que de peur spectaculaire. La crise, loin de figer le pays,
à déplacer les repères. Elle a montré que la souveraineté ne se proclame pas seulement, elle se pratique dans la durée. Dans ce paysage, le nom d'Ibrahim Traoré circule moins comme un slogan que comme un point de référence. Non pour incarner un sauveur, mais pour rappeler un moment où la cohérence a prévalu sur la précipitation. Cette nuance compte. Elle transforme un épisode de tension en apprentissage et un choc évité en maturation politique. La phrase qui demeure est simple, presque austère. La dignité ne naît pas de l'exception, mais de la répétition des gestes justes. C'est dans cette continuité silencieuse que se joue la suite, bien au-delà des sirènes et des communiqués. L'histoire qui vient de se déployer ne s'achève pas avec la dissipation de la tension immédiate. Elle entre dans une phase plus discrète, où l'attention collective devient un enjeu aussi central que les décisions officielles. Comprendre, vérifier, relier les faits, ces gestes ordinaires prolongent l'effort engagé et lui donnent une profondeur sociale. Dans ce contexte, la question n'est pas d'adhérer à un récit unique, mais de maintenir une capacité de discussion sans basculer dans la polarisation. La trajectoire esquissée autour d'Ibrahim Traoré montre que la vigilance peut rester ferme sans devenir rigide et que le débat peut subsister sans fragiliser la cohésion. Cette tension maîtrisée constitue peut-être l'un des acquis les plus fragiles, mais aussi les plus précieux, de la période récente. Pour celles et ceux qui suivent cette analyse, l'enjeu est désormais participatif. Comment transformer la tension suscitée par la crise en pratique durable? Comment partager des lectures différentes sans amplifier la peur ni la rumeur? Les réponses ne viendront pas d'un mot d'ordre, mais des échanges quotidiens, des comparaisons d'arguments et de la patience collective. La discussion reste ouverte. Chacun peut y apporter une nuance, un angle ou une question. C'est dans cette pluralité raisonnée que se construit la continuité d'un moment encore instable.